Bonjour et bienvenue à notre podcast Aura Impact. Aujourd'hui, je vais vous parler des conflits entre actionnaires. On peut se poser la question de savoir pourquoi on entend parler encore aujourd'hui. Sur les 2-3 derniers mois, j'ai eu beaucoup de sollicitations de clients concernant les conflits entre actionnaires. Avant d'aller plus loin, peut-être faudrait-il me présenter. Mon nom à moi est Mireille Lavinana. Je suis l'avocate fondatrice du cabinet Aura Avocat. Donc, parlons de conflit entre actionnaires. C'est quoi un conflit entre actionnaires? Quand parle-t-on d'actionnaires? Pour parler d'actionnaires, il faudrait déjà premièrement se trouver dans une société par action. Généralement, vous allez entendre parler de incorporation. On a des actionnaires, c'est-à-dire un minimum de 2 personnes, 3 personnes qui se sont mis ensemble afin de pouvoir exercer une activité d'entreprise. Ce qu'on constate très souvent, c'est que les partenaires d'affaires, parce qu'ils se font confiance, ne rédigent pas les contrats qui devront régir en fait leur partenariat. Quelles sont généralement les raisons invoquées dans le cadre d'un conflit entre actionnaires? Les premières raisons sont la contribution de chacun aux charges en fait de l'entreprise. On a également très souvent les problèmes en fait de comportement qui surgissent entre les partenaires d'affaires. On a également la question du paiement des salaires ou alors des versements de dividendes. Le premier élément en fait dans les raisons invoquées en ce qui concerne la rédaction des documents pouvant régir les relations, ce qu'on va entendre, c'est qu'ils se sont fait confiance. Ils ont pensé dans leur partenariat qu'ils n'avaient absolument pas besoin d'un écrit. Et ils sont partis sur cette base-là pour fonder leur entreprise. Également, dans ces configurations-là, l'entreprise a été enregistrée soit par eux, soit par un comptable. Le problème qu'on voit très souvent, c'est que puisqu'il n'y a pas eu de convention entre actionnaires et parfois même encore de convention unanime entre actionnaires, les partenaires d'affaires ne savent pas comment régler leurs problématiques dès lors que pointe un différend. Je vous ai également indiqué, il y a la question de la contribution finance aussi. Est-ce que au niveau de la contribution aux charges de l'entreprise, certains vont plutôt avoir un apport en industrie? L'apport en industrie, ça peut être son portefeuille de clients qu'il pourrait apporter. L'apport en industrie pourrait également être son savoir-faire. Et est-ce que l'autre va plutôt avoir un apport monétaire? Cet apport monétaire, il est de combien? Puis lorsqu'on a un apport en industrie, est-ce qu'on l'a évalué? Cet apport en industrie, là, vaut combien? Parce que quand viennent les disputes entre les actionnaires, la personne qui a fait un apport en industrie qui se dit « mais j'ai beaucoup investi dans cette entreprise-ci et je pense que si je travaillais ailleurs, j'aurais été payé », ne peut pas véritablement savoir quelle est la valeur de sa contribution en industrie. Donc, c'est très important de pouvoir s'asseoir et puis de pouvoir discuter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire fi de tout et également avoir la transparence nécessaire pour pouvoir discuter de ce qui pourrait être vos irritants. C'est très important. Une entreprise qu'on fonde avec des partenaires, c'est comme une relation de mariage. C'est au début que c'est bon de pouvoir discuter de tout. On veut savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer les finances, etc. Puis qui fait quoi, qui prend la responsabilité pour quoi. Donc, ça, on les voit beaucoup dans les cadres de conflits entre actionnaires. Et puis également, il y a est-ce qu'on va avoir un salaire ou pas? La personne qui va généralement beaucoup trop s'impliquer dans la société, qui va être pratiquement le gestionnaire, l'administrateur de la société, s'attend à pouvoir bénéficier d'un salaire. Et puis l'autre qui pourrait être un peu plus passif parce que sa contribution au niveau de la gestion de l'entreprise n'est peut-être pas nécessaire au début de l'exploitation de l'activité de l'entreprise, peut se sentir un petit peu lésé. Et là, les problèmes vont surgir dès lors qu'on voit que son partenaire d'affaires, quand il y a un revenu généré par l'entreprise, perçoit un salaire. Donc, est-ce qu'on veut avoir un salaire? Est-ce qu'on veut plutôt avoir des dividendes? Ou est-ce qu'au début, les partenaires d'affaires se sont entendus pour se sacrifier afin que tout ce qui est revenu généré par l'entreprise puisse être réinvesti dans cette entreprise-là? Parce que bien entendu, il faudrait également penser au long terme, puisque si tout l'argent sort de la société, peut-être que la Inc. N'est pas le véhicule
d'entreprise dont vous avez véritablement besoin pour exploiter votre activité. Donc, et là surgit la question de savoir, faut-il structurer son partenariat d'affaires? Oui, il faut structurer son partenariat d'affaires parce qu'il faut savoir, est-ce que mon partenaire veut être un investisseur passif? Est-ce qu'il veut être actif ou pas du tout? Donc, en se posant ces questions-là, l'un des documents qui devient quand même assez évident à rédiger, mais c'est votre capital action. Donc, parfois, on demande aux clients, avez-vous un capital action? Ils savent même pas ce que c'est, mais ils ont constitué une société. Puis ils disent, on a pris le capital action que nous génère le registre des entreprises. Sauf que votre capital action vient en fait structurer l'entrée, la détention des actions au sein de votre entreprise. Qui va détenir les actions? Et puis, quel type d'investisseur est-ce qu'on veut avoir? Est-ce que sur du long terme, on aimerait procéder à du roulement fiscal, etc.? Ce n'est pas dans 3 ans, dans 4 ans qu'il faut revenir et puis retravailler un document et devoir faire des modifications au registre des entreprises. C'est vraiment de s'asseoir et de se poser des vraies questions qui vont permettre d'avoir la documentation nécessaire. Donc, un capital action est très important. On ne se limite pas aux actions de catégorie A et B. Il y a plus encore en termes de catégorie d'actions. On peut avoir des actions d'investissement, on peut avoir des actions de roulement, on peut avoir des actions à dividendes discrétionnaires, etc. Donc, c'est très important de savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc, parce qu'une entreprise, ça prend une vision. Et votre vision, c'est votre destination. Donc, en principe, si on sait où on va savoir à peu près quels sont les bagages dont on a besoin pour arriver à destination. Parmi ces bagages-là, en corporatif, vous avez la convention d'actionnaire. Vous avez également, la convention unanime d'actionnaire aussi qu'il faut distinguer les deux. Donc, en premier, là, au niveau de la structuration, je vous ai parlé du capital action. On a donc maintenant la convention d'actionnaire. La convention d'actionnaire, c'est vraiment un document qui vient régir en fait les relations entre actionnaires, si on veut vendre une action, etc. Est-ce que vous voudriez même, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, que vos conjoints puissent, et vos descendants puissent hériter de vos actions dans la société? S'il y a un retrait des affaires par l'un quelconque des partenaires, qu'est-ce qui va se passer? À quelle valeur est-ce que les actions devront être vendues? À quel moment est-ce que les actions vont être cédées? À quelles conditions, par ailleurs, est-ce qu'on pourrait céder ces actions-là et tout? Donc, ça, il faut pouvoir les envisager. La convention unanime d'actionnaires est différente de la convention d'actionnaire. Et by the way, lorsque l'on rédige la convention unanime entre actionnaires, on n'a pas besoin en plus d'une convention d'actionnaire. Donc, parce que tous les éléments de la convention d'actionnaire vont se trouver dans la convention unanime entre actionnaires. Donc, quand est-ce qu'on parle d'une convention unanime entre actionnaires? On en parle lorsqu'on veut réduire les pouvoirs d'un conseil d'administration, entre autres, ou alors lorsqu'on ne voudrait même pas qu'il y ait de conseil d'administration. Donc, supposons que vous soyez 2 actionnaires. Vous êtes tous 2 investis dans les prises de décision de la société et puis vous ne voulez pas une certaine lourdeur dans la gestion administrative et documentaire de la société. Bien, ça peut être important ou intéressant pour vous à ce moment-là d'avoir une convention unanime entre actionnaires dans laquelle on dit qu'on retire tous les pouvoirs du conseil d'administration qui seront tout simplement exercés par les actionnaires. Maintenant, si on est 2 actionnaires, qu'il y a un majoritaire et puis un minoritaire, vous comprenez tout à fait que les décisions peuvent très souvent être prises à ce moment-là par l'actionnaire majoritaire. Donc, ça devient important à même la convention de pouvoir chercher l'équilibre au niveau des prises de décisions, sans toutefois venir ici créer un impasse lorsque des décisions stratégiques d'entreprise doivent être prises. À ce moment-là, on peut bien entendu considérer à même la convention d'actionnaire, les clauses de shotgun, etc. Bien sûr, c'est très important également de comprendre, là, en tant que partenaire d'affaires, c'est pas parce qu'on est actionnaire majoritaire qu'on peut prendre toutes les décisions possibles là, pour pouvoir gérer la société, parce qu'il faut se dire que l'actionnaire minoritaire a également des droits qui sont protégés par les lois applicables. Donc, ceci dit, si on a bien structuré son partenariat, on va avoir traité la dernière question que je vais adresser aujourd'hui, qui est comment organiser la fin du conflit.
parce que c'est à même votre contrat. Dites-vous, généralement, quand on entre dans un mariage, qu'on a signé un contrat de mariage, ben, l'ensemble des difficultés qui pourraient surgir généralement sans avoir la science infuse, c'est traité, c'est adressé minimalement dans ce contrat de mariage là. On veut savoir est-ce que l'un a apporté des biens qui lui sont propres, etc. Si on se séparait, est-ce que la personne reprendrait ses biens s'il y a eu un remploi du bien pour acquérir un bien qui a servi au ménage, etc. Donc dites-vous, on reporte ça dans le cadre d'une société. On a deux personnes qui se sont rencontrées, etc., qui s'entendent très bien. Parfois même, ce sont des couples. D'autres fois, ce sont des membres de la même famille, une mère et puis son fils, un père et puis sa fille, des frères qui font affaire ensemble. Il y a un qui apporte, qui met à disposition son véhicule. Son véhicule devient un usage exclusif pour l'activité de l'entreprise. S'il quittait cette entreprise-là, est-ce que le véhicule demeure? Si, par contre, l'un avait plutôt une marque de commerce qu'il avait déjà vachement développée et que cette marque de commerce l'a fait l'objet d'un enregistrement, etc., et que la marque de commerce est celle sous laquelle l'entreprise est en train d'être exploitée, en cas de séparation, si l'actionnaire qui est propriétaire de la marque de commerce, s'il se séparait, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que la société continue à exploiter cette marque de commerce-là ou pas? Donc, c'est vraiment des enjeux dont il faut parler. Parfois encore, vous avez des propriétaires de brevets d'invention avec une clause d'exclusivité qui permet à la société d'être l'unique exploitante de ce qui a fait l'objet d'un brevet. Si la personne quittait, comment ça se passerait? Est-ce qu'on a pensé à la clause d'exclusivité au niveau de l'exploitation? Est-ce qu'on a interdit à celui qui détenait l'ensemble de la propriété des biens qui servent à l'entreprise de ne pas les utiliser à d'autres fins parce qu'on veut éviter les conflits d'intérêts, etc. Donc, ces questions-là, envisagez-les. Quelles sont véritablement votre leitmotiv? Qu'est-ce qui vous encourage? Qu'est-ce qui vous séparerait dans le cadre de votre partenariat? Discutez de tout, absolument de tout. Là, on entend très souvent dire, quand un couple veut se marier, c'est très important de parler des finances. Mais quand on fait les affaires aussi, parce que c'est très important de savoir comment est-ce que mon partenaire gère les finances. Comment est-ce qu'il va s'organiser pour faire face aux grosses crises financières? Parce que je peux vous dire, en affaires, ça arrive plus souvent qu'on ne peut le penser. Est-ce qu'il a une capacité à pouvoir supporter la dette de l'entreprise? Est-ce qu'il a également un bon historique de crédit pour permettre à l'entreprise d'aller chercher des fonds lorsqu'il en faut? Est-ce que mon partenaire d'affaires a plutôt contracté des dettes dont il veut faire porter la charge du remboursement de ces dettes-là par l'entreprise ou par vous-même sans vous en avoir informé préalablement? Il y a vraiment beaucoup d'enjeux qu'il faut considérer afin de pouvoir éviter d'entrer dans un conflit entre actionnaires. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je me représente Mireille Avinana du cabinet Aura Avocat. C'était nos podcasts Aura Impact. Au plaisir.